Bonjour à tous, le vendredi c'est n'importe qui, aujourd'hui c'est moi, Alex, le directeur des programmes de No Life. Alors on attaque le sommaire, on a un beau sommaire aujourd'hui, en particulier parce qu'on continue à vous diffuser nos reportages de l'E3, et je suis vraiment très fier de ce qu'a fait l'équipe cette année comme couverture, mais pas seulement. On aura aussi donc les sorties animées manga avec le film d'Albator en Blu-ray, j'ai toujours pas osé le voir, et Oh My Cats, un manga sorti chez Comic Que. Ensuite, on ira à Los Angeles pour découvrir 3 stands sur le salon, donc Devolver Digital, Indiecade et Capcom. Et enfin, on aura une interview tournée à l'E3 d'un développeur anglais du jeu indé Not a Hero, qui était d'ailleurs montré sur le stand Devolver Digital dont on parlera dans la news juste avant. Tout se recoupe. Et on commence avec les oubliés de la Playhistoire. Je vous conseille d'ailleurs de regarder la petite interview qu'un forumer a postée sur le fil Les oubliés de la Playhistoire. Je l'avais jamais vue et ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur le parcours de Florent, qui est vraiment atypique et intéressant. Donc le numéro de cette semaine, c'est consacré à Hero, ou H-E-R-O, un des meilleurs jeux de la console Atari 2600 d'après Professeur Florent. Mais juste avant, je vais revenir évidemment sur le point sur No Life, que vous avez peut-être vu. Si vous avez visionné cette vidéo qui a été diffusée il y a un peu plus d'une semaine à l'antenne et qui est en accès libre sur Noco, vous savez que No Life est dans une situation critique, ce qui est pour toute l'équipe, et en particulier pour Seb évidemment, quelque chose d'assez stressant. Son message a généré de nombreuses réactions, de nombreux soutiens, ce qui fait vraiment beaucoup de bien, je vous assure. Et aussi des réactions un peu curieuses, dont on va parler aujourd'hui. Mais on en parle juste... Mes chers enfants, il est de coutume de dire que la console Atari 2600 était une machine dotée de milliers de jeux, dont la plupart étaient de sombres bouses. D'ailleurs, vous avez certainement entendu parler des récentes fouilles dans le désert du Nouveau-Mexique, n'est-ce pas? Attendez, c'est pas possible ça. Qu'est-ce que vous faisiez ces dernières semaines? Les médias spécialisés n'ont pratiquement parlé que de ça. Vous ne saviez pas qu'on venait de mettre fin à ce que de nombreux gamers considéraient comme l'une des plus grandes légendes urbaines du jeu vidéo? Bon, laissez-moi vous expliquer. Au mois d'avril 2014, des fouilles ont été autorisées dans une ancienne décharge du désert américain, près de la ville d'Alamogordo, dans l'état du New Mexico. Depuis des années, les sites et les livres d'histoire du jeu vidéo affirmaient que des millions de cartouches Atari 2600 dites extraterrestres y avaient été enterrées, suite à l'effondrement du marché en 1983. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'avait apporté la preuve que ces faits étaient vrais, et nombreux étaient les gamers américains à penser qu'il s'agissait juste d'une légende urbaine, tellement rabâchée partout qu'elle semblait devenue une vérité indiscutable. Certains chercheurs ont donc voulu en avoir le pixel net. Eh bien, figurez-vous que dans le cadre d'un documentaire vidéo, une fouille a été organisée avec l'autorisation des autorités locales. C'est donc à coup de pelleteuse que ces passionnés, sous l'œil de plusieurs dizaines de rétro-gamers, historiens et médias divers, ont finalement mis la main sur des centaines de cartouches en à peine quelques minutes de travail. Et si je vous parle de ça, c'est parce qu'aujourd'hui, je voulais vous montrer que sur Atari 2600, il y avait quand même d'excellents jeux. Hero est indéniablement l'un d'eux. Hero, de l'éditeur Activision, est un titre arrivé en 1984, c'est-à-dire après le crash du jeu vidéo domestique américain. Avec un tel nom, Hero avait-il pour ambition de sauver le soldat jeu vidéo de son marasme? Je n'en sais rien. Toujours est-il que cette cartouche est tout simplement excellente et prouve une fois de plus que bien utilisée, l'Atari 2600, datant de 1977, pouvait proposer des titres vraiment marquants. Elle prouve également que l'éditeur Activision était le principal fournisseur de hits de la machine. D'ailleurs, à propos de l'excellence de cet éditeur dans ces années-là, le créateur de Hero, l'américain John Van Rising, expliquait la chose suivante dans une interview. Vous seriez surpris en apprenant le nombre de projets annulés chez Activision. Pendant le pic de popularité de l'Atari 2600, ils étaient sincèrement soucieux de leur image auprès des joueurs et ils ne publiaient que les titres qui leur semblaient les meilleurs. Si une production n'était pas assurée d'entretenir ou de renforcer leur bonne réputation, alors ils abandonnaient purement et simplement. Oui, Xbox One, je t'écoute? Oui, même si un jeu était meilleur que la moyenne des productions rivales, cela ne suffisait donc pas à Activision. Il fallait qu'il soit excellent. Et rien que ça devrait vous convaincre que Hero est l'un des meilleurs jeux de la vieille machine d'Atari. Comme vous le voyez sur les images depuis tout à l'heure, le but de Hero est très simple. Vous contrôlez un personnage capable de voler et dont la mission est de sauver 20 explorateurs perdus dans les profondeurs de la Terre. Dans les entrailles de notre planète, vous ferez face à d'innombrables pièges, des monstres bien entendu, mais également des murs ou des lacs de lave. Le moindre choc sera fatal et votre dextérité à voler pour vous faufiler dans les passages les plus étroits sera mise à rude épreuve.
Certains tableaux nécessiteront également l'utilisation de dynamite, en quantité limitée et pouvant aussi vous exploser à la figure. Contre les animaux sauvages, vous pourrez enfin vous défendre avec une sorte de rayon laser qui semble presque vous sortir des yeux. Oui iPhone. Tout à fait. Toutes ces actions sont possibles avec le joystick de l'Atari 2600 qui ne dispose pourtant que d'un seul bouton d'action. Pas mal hein? Ouais, un joystick et un bouton d'action. Avoue que t'en rêves. Les tout premiers niveaux sont d'une facilité déconcertante, mais plus vous avancerez et plus ils seront longs et complexes. Certains sont de véritables labyrinthes et vous aurez tout intérêt à vous munir d'une feuille et d'un crayon pour dessiner des plans. Bref, à l'ancienne quoi. Mais tout ça pour dire qu'avec ces 20 niveaux, c'est-à-dire beaucoup plus que la moyenne des productions Atari 2600, Hero fait office d'immense jeu d'action-aventure. Surtout que le logiciel apporte quelques très bonnes idées pour varier davantage son gameplay. Comme par exemple, ces lampes qui éclairent parfois les écrans et que vous devrez éviter de toucher avec votre hélice. Parce que sinon, vous vous retrouverez dans le noir et vous devrez avancer à l'aveuglette, rendant l'action encore plus compliquée. Bref, Hero, qui est en réalité l'acronyme des mots Helicopter Emergency Rescue Operation, peut paraître simplet aux joueurs actuels, mais il est d'une profondeur insoupçonnée et risque bien de vous rendre accro en à peine quelques minutes. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous rigolez? Ah, la jaquette. Ah, je suis bien d'accord avec vous, hein. Activision veillait peut-être à ne proposer que les meilleurs jeux du monde. Ils étaient visiblement moins regardants sur la qualité de leur jaquette. Voilà mes enfants, ce sera tout pour aujourd'hui. Pour la semaine prochaine, je veux que vous... Quoi, PS4? Mais non, la Wii U, elle est pas encore morte et enterrée. Hein? Ah non. Elle va surtout pas nous lancer des rumeurs foireuses, hein. Non, Nintendo n'a pas enfoui des millions de Wii U dans le désert d'Hyrule. N'importe quoi. Bon allez, filez, vous m'avez énervé là. Toi par contre, PS4, tu resteras pour une heure de colle. Merci Florent, c'était l'avant-dernier épisode de la saison. Alors j'ai commencé à tâter le terrain pour la saison prochaine. Alors a priori l'émission continue, mais on n'est pas encore certain de garder le même rythme. Bon, on verra ça en septembre, évidemment, si la chaîne est encore là. Alors on revient sur le message de Seb dans le point sur No Life. Alors déjà je peux vous dire que grâce à ce message et grâce à vous qui l'avez vu, qui l'avez compris, on a eu immédiatement une hausse des abonnements. Alors c'est pas suffisant encore, mais quand même, ça fait plaisir. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe, ça fait vraiment, comment dire, ça donne du courage. Alors je laisserai Sébastien vous donner les détails dans le prochain point sur No Life, mais en tout cas, on compte aussi beaucoup sur la campagne de mailing qui a été lancée hier. Chaque personne inscrite sur No Life devrait normalement recevoir un mail avec ce fameux message. Bon, sauf ceux qui ont décoché la case dans le profil, évidemment. On espère que ça permettra de faire connaître la situation à d'autres personnes qui sont peut-être pas bien au courant de ce qui s'est passé ces derniers jours. On verra bien. Et à l'avenir, on va essayer de mettre en place des mailings plus réguliers, avec peut-être des informations plus courantes sur la chaîne, les programmes, les nouveaux programmes, etc. Bien sûr, un mailing désactivable, hein, on veut pas vous spammer non plus, mais ça fait longtemps qu'on y pense, et comme toujours, il y a trop de trucs urgents à faire qui passent avant, mais voilà, là ça devient urgent de s'y mettre. Mais revenons au sujet qui m'intéresse. Les réactions que j'ai lues au sujet du message de Seb. Alors déjà, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a eu moins d'insultes que prévu. Alors c'est moi qui ai tourné et monté cette vidéo, hein. Et pendant que je la faisais, je pensais vraiment que Seb et No Life en général allaient s'en prendre plein la gueule. Mais bon, il fallait le faire, hein. Si on faisait pas ça, on mourrait direct. Seb vous l'a pas dit parce qu'il veut pas trop jouer sur la corde sensible ou vous faire trop peur ou aller dans le drame, mais là on pouvait aller vers le redressement judiciaire, donc ça rigole pas. Il fallait agir tout de suite. Donc tourner un message comme ça, c'est toujours très compliqué. Surtout pour Seb, car c'est lui qui met son image en avant. Il est en première ligne et c'est lui qui va devoir encaisser tous les coups. À notre place en fait, parce que s'il sauve la chaîne, c'est toute l'équipe et aussi tous les spectateurs qui vont en sortir gagnants. Mais celui qui va se faire insulter sur le net, eh ben c'est Seb, toujours Seb. Alors je disais qu'il y avait moins eu d'insultes que prévu, c'est vrai, par rapport à 2010. J'ai lu beaucoup moins de messages qui traitaient No Life de mendiants, de chacals errants. Bon, moi je trouve ça mignon les chacals, ou les chacos, je sais pas. Mais bon, bien sûr, j'ai lu quand même pas mal de messages de personnes qui souhaitent du fond du cœur nous voir crever, si possible le plus rapidement possible, ce qui fait toujours plaisir. Mais quand même, beaucoup moins que ce que j'avais prévu. Beaucoup moins que la dernière fois. Et surtout, j'ai vu une différence notable par rapport à 2010, c'est que quand quelqu'un écrivait un truc aimable du genre « Allez mourir, bande de crevards », par exemple, il y avait toujours quelqu'un derrière, en tout cas souvent, pour écrire quelque chose de raisonnable, du style « Bien, si tu n'aimes pas, ne t'abonne pas, mais à quoi ça t'avance de les voir mourir ?»
Eh bien, à tous ceux qui ont répondu ça, ou quelque chose comme ça, je dis un très très grand merci. Répondre par la raison à la bêtise, c'est quand même la grande classe, et ça fait plaisir. Je vous retrouve juste après la critique Blu-ray d'Albator. Je vais regarder aussi, ça me permettra de me faire mon opinion, mais j'ai un peu peur. Monsieur, le radar réagit. Objet de masse croissante sur l'orbite basse MX-201. Alerte générale. Sorti dans les salles françaises à Noël 2013, le film Albator, corsaire de l'espace, rapidement surnommé Albator 3D par les fans, fut un pari réussi pour son distributeur français, Océan Film, totalisant près de 9 millions d'euros de recettes dans l'Hexagone. Le capitaine Albator. Si ce chiffre peut sembler modeste de prime abord, il faut bien comprendre qu'il s'agit quasiment du double de ce que le film a rapporté au Japon, où il fut boudé par le public au grand désespoir de la Toei, qui comptait sur ce blockbuster à grand spectacle pour assurer son avenir. Réalisé par le studio Marza Animation Planet, société d'animation en images de synthèse, autrefois en charge des cinématiques des jeux Sega, Albator 3D semblait pourtant entre de bonnes mains. Et surtout, soyez digne de lui. Dégage-la. Au scénario, on y retrouvait Fukui Harutoshi, connu pour son travail sur la franchise Gundam, dont l'ambition était de remettre au goût du jour les thématiques chères à l'auteur original, Matsumoto Leiji. Le character design était assuré par Minowa Yutaka, habitué des productions Madhouse et fréquent collaborateur de Kawajiri Yoshiaki. Quant à la réalisation, elle était confiée à Hanamaki Shinji, réalisateur des films Appleseed, donc doté d'une solide expérience en matière de films en images de synthèse. On va approcher la cible par la proue et commencer à la bombarder en piqué. Matsumoto Leiji, de son côté, gardait un œil sur le projet, s'assurant que l'esprit et les valeurs de ses personnages étaient respectés. Rappelons pour ceux qui ne seraient pas familiers de l'œuvre de Matsumoto qu'il n'y a absolument aucun lien chronologique entre les différentes histoires mettant en scène le capitaine Albator, alias Captain Harlock en version originale. Chaque manga ou série se place dans sa continuité propre. Un perpétuel reboot que Matsumoto explique par le concept du Tokinowa, la boucle du temps. Le passé et la personnalité d'Albator changent selon les besoins de l'histoire que l'auteur souhaite raconter. La seule constante est l'archétype qu'il incarne. Albator est toujours un rebelle solitaire, le sombre héros de la mer, un personnage byronien dissimulant sous sa carapace d'homme taciturne et impassible la mélancolie qui le ronge. Fais demi-tour. Ils sont en train de s'enfuir. Dire qu'Albator 84 se déroule avant Albator 78 est donc une hérésie. Dans le même ordre d'idées, il ne sert à rien de se demander où Albator 3D s'inscrit par rapport au reste de la saga du pirate balafré. C'est une histoire totalement indépendante, même si on y retrouve des ingrédients piochés un peu partout dans l'œuvre de Matsumoto, en particulier dans le Daikeizoku Captain Harlock, un des premiers mangas mettant en scène le personnage. La scène de fin du film est notamment directement reprise de ce manga. Dans la continuité propre à Albator 3D, la Terre est devenue un sanctuaire farouchement défendu par la coalition Gaïa. Un seul homme se dresse contre la puissance de Gaïa, un pirate qu'on prétend immortel, écumant le cosmos à bord d'un terrifiant vaisseau propulsé par la matière noire. Autour de lui gravitent de nouvelles incarnations de personnages familiers. Kei Yuki, Yatalan, l'extraterrestre Mihime, ainsi que Yama, dernier recrue de l'Arcadia, qui remplit ici le rôle jadis tenu par Tadashi dans Albator 78. Yama est d'ailleurs le vrai personnage principal du film. Certes, Albator est une figure centrale de l'intrigue, mais c'est bien Yama que l'on suivra pendant presque 2 heures. Et c'est son arc narratif qui sert d'épine dorsale au long métrage. En comparaison, Albator est froid, passif et finalement assez antipathique. Le traitement du personnage d'Albator a probablement contribué à désarçonner les spectateurs du film qui s'attendaient sans doute à retrouver le capitaine au cœur d'or de leur enfance. L'autre reproche que l'on peut faire à Albator 3D, c'est que l'intrigue générale n'est pas très convaincante.
On s'éclate lors des séquences de bataille spatiale, sans aucun doute les meilleurs moments du film. Mais difficile de se passionner pour l'enrobage scénaristique concocté par Fukui. この星に仕掛ける99機目って次元振動弾のことよ Les thèmes écologistes soulevés par le film sont intéressants, mais peinent à exister dans une intrigue trop compliquée pour son propre bien. On regrette également les passages de fanservice aussi gratuits qu'inutiles. Enfin, un dernier grief concerne la traduction française. Déjà, on remarque qu'une fois encore, la VF qualifie Albator de corsaire et non de pirate, ce qui ne veut pas du tout dire la même chose. Mais surtout, les sous-titres contiennent quelques erreurs agaçantes, comme le fait que le peuple de Nibelung, dont le nom fait référence au folklore germanique, soit devenu le peuple Niflung. À côté de ça, le doublage français s'avère assez soigné et on apprécie de retrouver un petit caméo de Richard Darbois qui interprétait Albator dans la série de 78 et qui se charge ici de la narration ouvrant le film. Albator 3D vaut-il la peine d'être vu? Oui, sans hésitation. Pas pour son scénario malheureusement, mais bien pour la beauté visuelle de ses batailles spatiales, surtout en version Blu-ray, qui met vraiment en exergue la finesse des graphismes. Si Waga Seishun no Arcadia reste le meilleur long métrage consacré aux pirates de l'espace, cette nouvelle adaptation cinématographique reste donc un bon divertissement, souvent spectaculaire et parfois même impressionnant. Les chats ont la cote chez Komiku. Après Yanaka Histoire de chat, l'éditeur a récemment publié Oh My Cats. C'est l'histoire d'une mangaka et de ses deux chats, Bobo et sa fille Minnie. Bobo est une chef de gang chat née dans la rue. Très indépendant, ces deux matous n'aiment ni jouer ni se faire papouiller, au grand désespoir de leur maîtresse. Le titre original, Oneko Sama, résume bien l'esprit de ce titre. La pauvre maîtresse considère ses chats comme des divinités vivantes. Elle se plie en quatre pour les rendre heureux et s'en faire aimer. Malheureusement pour elle, ça ne marche pas très bien. Mais pour nous, lecteurs, ce n'est que du bonheur. Car les nombreux déboires qui émaillent leur vie commune sont très amusants. À la lecture de ce manga, on ne peut s'empêcher de penser qu'il s'agit d'un récit autobiographique de l'auteur Sakaki Kotsubu. Nul doute que les colocataires de chats se reconnaîtront dans ces histoires courtes. Les habitudes de promenade de Bobo et Minnie, leurs problèmes de litière et autres comportements erratiques sont à la fois très particuliers et furieusement universels. Nous sommes ici plus dans le réalisme que dans le kawaii. En effet, Bobo et Minnie ne sont ni vraiment mignons ni gentils et ne font rien pour faciliter la vie de leur maîtresse. Le dessin est agréablement simpliste, les nombreux chats que la mangaka croise sont bien différenciés avec des morphologies et des caractères bien particuliers. On peut dire qu'ils sont croqués avec amour. Ce titre a aussi le bon goût d'être un one-shot. Cela tombe bien car s'il se lit avec plaisir, on sent bien qu'en un tome, on a fait le tour de la question. Mignon mais pas complaisant, Oh My Cats est un sympathique récit félin qui agrémentera les voyages en train et bronzettes de l'été. Alors, je vais vous parler de Sébastien. Alors, je pense que pour bien comprendre son message, il faut d'abord comprendre son boulot. Déjà, on va prendre les bases, il faut comprendre que No Life est une chaîne indépendante, ça veut dire que c'est Sébastien qui décide. Alors, j'ai vu qu'il y en a encore qui croient que No Life est devenue une filiale d'Ankama. Alors non, vous n'avez pas suivi. Ankama a mis des fonds dans No Life pour sauver la chaîne, parce qu'ils y croyaient, et ils ont pris 49% du capital. Alors je sais pas si vous comprenez très bien ce qui s'est passé, mais ils ont été très classe en fait. Vu la situation de mort imminente dans laquelle on était, donc on était en position de faiblesse, ils auraient pu tout à fait profiter de la situation pour exiger plus de 50% des parts, et finalement prendre le contrôle de la chaîne. Et non, ils l'ont pas fait. Alors nous-mêmes à l'époque, on n'en revenait pas tellement c'était inespéré. Ils nous ont même dit quelque chose comme on veut vous donner la chance que nous, on ne nous a jamais donnée. Donc voilà, top la classe. Bref, tout ça pour dire que No Life est une chaîne indépendante et c'est Seb qui est aux commandes. J'en arrive à ce que je voulais dire. C'est que j'ai vu tout un tas de personnes qui disaient que Seb allait droit dans le mur, qu'il était nul en business ou que sais-je encore. Alors je pense qu'il est temps de se rappeler quelque chose d'important. Depuis que No Life Online est arrivé, No Life s'autofinance. Je répète, No Life s'autofinance. C'est-à-dire que les rentrées des abonnements et maintenant de la pub couvrent les dépenses. Alors je sais pas si vous réalisez l'exploit, ça vous semble peut-être évident, mais c'est un exploit parce que dans le domaine quand même bien spécial de la télévision où les nouvelles chaînes mettent parfois 10 ans pour être rentables, là on y arrivait plutôt rapidement. Et en plus c'est Seb évidemment qui a trouvé le système de la catch-up payante qui finance les programmes.
C'est aussi lui qui a réussi à faire entrer No Life dans le giron de France Télévisions Publicité et encore plein de choses dont vous avez même pas idée. Donc quand je vois ce genre de message, je me dis bon qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui préféraient voir un businessman genre la Berlusconi à la tête de No Life. Alors c'est sûr, Berlusconi, il est plus riche que Seb, mais sa chaîne, la 5, elle a tenu combien de temps? Un peu plus de 6 ans. Moins longtemps que No Life. Et vous avez vu dans quel état ils ont mis Nadia? Maintenant, vous regardez comment No Life diffuse la série. Bon, ok, alors la comparaison, elle est un peu limite, je sais, parce que la 5 et No Life n'ont absolument rien à voir, c'est pas la même période, c'est pas la même chaîne, c'est pas les mêmes enjeux, et puis Berlusconi, il fait plein d'autres trucs, plein d'autres chaînes en Italie, je sais tout ça, mais c'est pour vous donner une petite idée de ce que ça pourrait être. Vous voyez ce que je veux dire? On a la chance d'avoir un patron qui tient la barre, même qui s'y agrippe de toutes ses forces, et qui fait toujours passer No Life, notre projet commun, avant ses projets perso. Et il y en a qui veulent le remplacer par un businessman de base. Mais No Life va crever en 2 semaines si ça arrive. Je sais pas si vous voyez. En plus, dans le marché de la pub télé, qui est en crise aujourd'hui, c'est justement les chaînes spécialisées qui s'en tirent le mieux. Et ça, c'est justement la force de No Life. En fait, contrairement à ce que beaucoup imaginent, ce serait complètement contre-productif financièrement de tenter d'attirer un public plus large. Parce que ça diluerait complètement notre force, une des forces de No Life, peut-être même la plus grande force de No Life. Je sais pas si c'est très clair, mais on va maintenant regarder les news. C'est en fait bien plus qu'une news, c'est un vrai reportage sur le 3, comme vous en avez l'habitude maintenant. Let me tell you of the days of high adventure. On est sur le stand, on est sur l'espace Devolver Digital qui est juste devant le Convention Center. Et donc là, la nuit commence à tomber, donc ça fait quand même 1h30 qu'on est ici dans la caravane avec la présentation du jeu. Et là, vous pouvez vous retourner tout doucement. Et voilà, Médoc n'a pas avancé, il est toujours sur le même boss depuis exactement 1h30. Et il ne s'en sort pas. Et je pense qu'il n'a pas trouvé encore le weak point, le point faible du boss, qui est ce petit cœur. Et est-ce qu'il va réussir à s'en sortir? Je suis pas sûr. En tout cas, la mécanique du jeu est vraiment excellente avec ce concept de tu as une arme, c'est une flèche, et la flèche tu es obligé de la réattirer vers toi pour pouvoir continuer à shooter. Sinon, mais il va presque réussir. Incroyable. Il n'y a pas moyen. Comme l'année dernière, le stand Devolver n'existait pas réellement en tant que tel, l'éditeur ayant une nouvelle fois squatté le parking situé en face du Convention Center. Chaque jeu présenté l'était dans une caravane où des développeurs faisaient une démo de leur jeu. Comme ici, où nous avons pu essayer l'excellent Titan Souls, développé par le studio Acid Nerve, composé de 3 personnes et dont il s'agit du premier jeu commercial. Un jeu minimaliste, des ruines, de mystérieux titans, un héros solitaire capable de courir et de réaliser des roulades, armé d'un arc et d'une unique flèche. Originally this project was a Ludendare game, so we made a jam game in 3 days, and it was sort of inspired by Shadow of the Colossus, and we decided to make just boss fights. And after that it got a bit of press coverage, and Devolver got in contact with us to make it into a full game, and we've been working on it since then, so for the past 4 or 5 months. Tout comme l'inspiration revendiquée Shadow of the Colossus, l'histoire du jeu restera très mystérieuse. There is a story, it's quite hidden, so it's sort of told in the background. If you want to find the story out, you have to sort of go searching for it. It's not going to be in your face, there's no cutscenes or anything like that. Le style graphique du jeu, très indie, correspond à la patte rétro visiblement recherchée par Devolver. I think originally, just because we were used to doing pixel art for the jam games that we do and things like that, and I think inspirations for the style of the art are things like Wind Waker, although that's not pixel art, but it's the same kind of vibrant colours and things like that, and also Sword and Sorcery, that kind of thing. Titan Souls est actuellement développé sur PC et Mac par Acid Nerve, les versions PlayStation étant réalisées par un autre studio. Et pour leur premier gros jeu, ils ont dû se confronter à un problème de taille. The most difficult part is the difficulty, balancing it and getting it right, because it's a very difficult game. But you've got to try and sort of balance it so that it's not so difficult that people stop playing completely. But you want it to be difficult enough so that they almost want to stop playing. So they're just going back just one more go, and keep trying like that.
Les titans, comme le héros, ne possèdent qu'un point de vie. Mais si le joueur meurt au premier contact, les titans, eux, possèdent des armures ou cachent bien leurs points faibles. Le joueur devra ainsi s'y reprendre à plusieurs fois avant d'éliminer un boss, sachant que l'aventure comportera de nombreux secrets, dont des titans cachés. Outre Titan Souls et Not a Hero, qui fait l'objet du reportage de ce 101%, on pouvait découvrir Broforce, dont la version Early Access a été critiquée dans un précédent classé 18+. Les prochains jeux Devolver Digital ont été présentés lors de la conférence Sony pour entériner une collaboration entre l'éditeur et Sony. L'excellent Broforce sortira ainsi en début d'année prochaine sur PS4 et PS Vita. Coop à 4 en local comme en ligne, mode multijoueur varié, environnement totalement destructible, personnages détournés rendant hommage aux action heroes des années 80-90, esthétique pixel art et éditeur de niveau font bon ménage pour nous offrir un run and gun épique et hilarant. Également édité par Devolver Digital, The Talos Principle est un puzzle game en vue subjective créé par Croteam, l'équipe responsable des Serious Sam. Écrit par Tom Joubert, à qui l'on doit le scénario de Faster Than Light, et Jonas Kiratz, auteur de Infinite Ocean, The Talos Principle cherche à installer un véritable dialogue philosophique avec le joueur via une entité à l'identité indéterminée. Drones, tourelles et lasers seront là pour freiner le joueur et l'obliger à résoudre des puzzles de plus en plus complexes, le jeu bénéficiant du moteur Serious Engine 4. On quitte maintenant le campement Devolver Digital pour retourner sur le Convention Center afin de jeter un œil au stand Capcom. Malgré un stand imposant, cette année, l'éditeur n'avait pas grand chose de nouveau à montrer. On pouvait ainsi découvrir la version PC de Dead Rising 3, ainsi que son DLC What the Fuck, Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition X plus Alpha, présenté en grande pompe lors de la conférence Microsoft. Sans oublier la trilogie Phoenix Wright Ace Attorney, soit les 3 premiers volets de la saga remasterisés pour la 3DS, compile qui sortira en fin d'année en dématérialisé, et enfin Monster Hunter 4 Ultimate sur 3DS. Mais le jeu phare du stand Capcom était incontestablement Ultra Street Fighter 4 et ses 44 personnages jouables, actuellement téléchargeables sur PS3 et 360. Une version physique du jeu est également prévue début août, soit en même temps que l'upgrade de Super Street Fighter 4 Arcade Edition sur Steam. Pas vraiment une nouveauté donc, ce qui n'a pas empêché Capcom de faire le plein de fans sur son stand via des tournois retransmis sur un écran géant. Et on conclura ces 2 semaines de couverture E3 dans 101% sur le stand Indiecade, soit sur le dernier stand visité avant la fermeture du salon. Planqué dans un recoin du Convention Center, derrière les gros stands éditeurs, ce dernier abritait de nombreux jeux indépendants souvent complètement barrés. Certains étaient connus et attendus, comme Ookum qui sortira prochainement sur les consoles Sony, mais aussi le très attendu Below sur PC et Xbox One, un titre de Cappy Games qui vient tout juste de nous enchanter avec Super Time Force. Below se présente comme un jeu d'aventure exploration inspiré de Dark Souls et Zelda, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir plus profondément. Bref, cette E3 fut riche en jeux, même si les surprises étaient rares. Des blockbusters, beaucoup de suites, quelques nouvelles licences et une tonne de jeux plus ou moins indépendants, la plupart étant prévus pour la fin d'année ou début 2015. Autant dire que la fin d'année risque une nouvelle fois d'être épique niveau sortie, ce qui n'est évidemment pas pour nous déplaire. Alors Devolver Digital, ils sont vraiment forts quand même pour repérer les petites perles, en fait, les jeux qui sortent du lot, les développeurs qui en veulent. D'ailleurs, dans quelques instants, on va regarder une interview vraiment sympa d'un des devs de Oli Oli qui présentait son nouveau jeu Not a Hero. Il était justement présenté sur le stand Devolver Digital qu'on vient de voir, donc si vous suivez. Mais revenons à Seb. Alors oui, je parle beaucoup de lui, mais si je le fais pas, comptez pas sur lui pour le faire tout seul. Et puis d'ailleurs, là, c'est lui qui m'enregistre, il me dit « Non, c'est pas la peine. » Si, c'est la peine, Seb, on va parler de toi. J'espère que si c'était pas le cas avant, vous comprenez un peu plus son travail, et pourquoi No Life peut lui dire merci. Mais il reste une chose à dire, et c'est une chose essentielle, c'est que Seb ne nous a jamais demandé de nous compromettre, de faire quelque chose en quoi on ne croyait pas. Bref, de faire des concessions, tout simplement. Alors je pense que ceux parmi vous qui ont déjà travaillé dans les médias, et en particulier dans l'audiovisuel, savent à quel point c'est rare. Et c'est ça la vraie force de No Life. C'est grâce à ça que je peux travailler librement, et j'avais d'ailleurs jamais eu une telle liberté avant. Et je pense que c'est un sentiment que je partage avec le reste de l'équipe. Regardez un petit peu la télévision, on a vu tellement de nouvelles chaînes se lancer pour au final faire un peu la même chose, quelque chose de sans saveur, qui utilise toujours les mêmes recettes. Et ça ne veut pas dire, contrairement à ce que j'ai vu sur internet, ce que j'ai lu dans les messages, que Seb ou l'équipe de No Life en général ne se remet pas en question. Ça veut seulement dire qu'on croit en ce qu'on fait. Et c'est ça qui fait la différence.
Ça fait une énorme différence. Alors toutes les réactions que j'ai lues m'ont rappelé aussi quelque chose que je savais déjà, la crispation autour de la J-musique. Alors c'est toujours étonnant de voir le rejet et parfois même la haine que ça peut susciter, c'est parfois assez flippant. Alors c'est vrai que pour apprécier, il faut être sensible à certaines choses, il faut être capable de faire le tri. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont de peu d'intérêt dans la J-musique, pour rester poli, mais il y a aussi tellement de choses incroyables. C'est un peu comme les mangas en fait. De toute façon, il n'y a pas à se forcer, hein. Soit on passe complètement à côté, et c'est pas grave, c'est pas un problème, soit on y trouve quelque chose qui résonne en soi, et on a envie de s'intéresser un peu plus, c'est pas plus compliqué que ça en fait. Alors oui, on n'est pas bête, et Seb n'est pas bête. On sait bien que la J-musique est loin d'être le programme le plus vendeur pour faire venir des nouveaux spectateurs. Mais déjà, No Life n'a pas vocation à être vendeur. Et puis comment expliquer Je pense que chacun d'entre nous, on a peut-être eu cette expérience d'avoir une fois apprécié particulièrement quelque chose. Alors ça peut être un cinéaste, un auteur de BD, un musicien, un écrivain, une œuvre comme une série télé par exemple. Et parfois, lorsque le succès n'est pas au rendez-vous, l'œuvre n'est plus publiée, ou plus diffusée, ou plus traduite, parce qu'elle n'est pas rentable. Parce que les éditeurs sont pragmatiques et ne travaillent pas à perte. Et lorsqu'on voit ce qu'on aime du fond du cœur, que ne devient plus disponible, plus édité, juste pour des considérations commerciales, voire même parfois l'auteur stopper sa carrière, ça fout les boules. Alors si ça ne vous est jamais arrivé, ça veut dire que vous n'aimez que ce qui marche, tant mieux pour vous, mais ça veut dire aussi que vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on fait en fait. Car là, ce qu'on dit, c'est que peu importe le succès ou non d'une œuvre, ou dans le cas présent d'une catégorie de programme, si ça nous semble digne d'intérêt, eh ben on le diffuse, et on est même prêt à faire de gros efforts pour ça. Alors ça vous semble peut-être aberrant, si vous n'aimez pas le programme en question. Par contre, mettez-vous 2 secondes à la place de quelqu'un qui aime ça, et vous comprendrez pourquoi c'est important. Pour conclure sur le sujet, en fait c'est très simple. S'il y a suffisamment de personnes pour adhérer à No Life tel qu'on l'imagine, tel qu'on l'a fait et tel que vous la connaissez, eh ben No Life continuera. Et sinon, No Life s'arrête. C'est aussi simple que ça. Devolver Digital présentait à l'extérieur du Convention Center où se déroulait l'E3 et à l'intérieur d'une poignée de caravanes plusieurs titres dont un certain Not a Hero aperçu lors de la conférence Sony. Ce dernier a été développé par le studio Roll7, créé en 2008 par John Ribbins, Simon Bennett et Tom Hegarty, à qui l'on doit l'excellentissime Oli Oli, dont la critique PS Vita est visible sur Noco. Nous avons donc pu essayer Not a Hero, mais aussi poser quelques questions à John. I'm John Ribbins, I'm creative director and designer on Not a Hero, which is this thing here. Not a Hero is a 2D cover-based shoot-'em-up. It's got multiple characters. You're basically working for a giant purple rabbit that's traveled through time to become mayor of this town, and he wants to become mayor by killing all the gangsters and mobsters that are kind of running the town at the moment. And he's going to do that by employing a bunch of guns for hire, which form the different playable characters that you get to play as. Each character has their own abilities, and so they all use this cover mechanic in different ways. Si les 25-30 niveaux annoncés pour le moment ne sont pas générés aléatoirement, l'emplacement et le type de bonus proposé, ainsi que la position des gardes dans chaque niveau, varieront à chaque partie. De la même façon, et aussi surprenant que cela puisse paraître, les missions elles-mêmes changeront de façon dynamique. The mission is always the same, so if you have to go and if you have to go and collect something, you're always having to go and collect an item. But basically, the descriptive words, say the adjectives and the what's the other one? Adverbs and so on. They're all randomized. So sometimes you might say we're going to have a fantastic time. Other times you might say we're going to have a terrible time. So it kind of does that, which kind of just makes it a little bit more interesting. But then also sometimes you might be going into the mission to steal cheese from the mafia. Another time you might be going in to steal a briefcase from the mafia. Every time it's slightly different. Si le concept du jeu est aussi simple que limpide, sa production fut quelque peu chaotique. En fait, au départ, Not a Hero ne ressemblait pas du tout à ce que vous pouvez voir en ce moment. We started off making a completely different game, which was a randomly generated dungeon crawler called Jeffrey Archer, which was about a guy with a bow and arrow. But it wasn't very good, and at some point we drew a gun on one of the characters, because we just wanted to play. I played Blackthorn, which is a really old Blizzard game. I was playing that again on ROMs, and I really liked the cover system and the way that you could hide back in the walls. So we kind of had this 2D tile-based game that worked in the same way. And it was we should do a cover thing with shooting, so we kind of put that in, and it was awesome, and suddenly made the game fun.
And then we were kind of just passing it around friends and getting other people to play it, and they were kind of coming back going, you know, oh, there needs to be a guy with a shotgun, or there should be a guy with 2 guns and whatever, and we just like kept adding to it and realized it was maybe something that we wanted to like put more time into and work on. Blackthorn fut donc l'une des principales inspirations de Not a Hero. Et il est vrai que les deux titres affichent une certaine ressemblance. De notre côté, il nous a rappelé un vieux jeu d'arcade Namco, Rolling Thunder, sorti en 1986 et qui donna lieu à 2 suites. Mais si Not a Hero est un jeu 2D, ses inspirations ne se limitent pas à des titres sortis dans les années 80-90. I love Blackthorn, and then I really enjoyed stuff like Gears of War and Kane and Lynch and things like that. And I just thought like cover-based games in 2D are quite underused. Like normally you're just like running through and shooting everything. Kind of wanted to do something that was a bit more tactical, a bit more like strategic, I guess. 2 personnes développent en ce moment Not a Hero, John donc, qui s'occupe de la programmation et du game design, épaulé d'un autre développeur pour tout ce qui touche au graphisme et aux animations. Alors que sa date de sortie initiale était envisagée pour l'été 2014, il sortira finalement début 2015, d'abord sur Steam, puis peu de temps après sur PS4 et PS Vita. La production du jeu, pourtant, a débuté il y a maintenant plus de 2 ans. In terms of how long we've been working on it, we built a prototype in 2012, in like 4 or 5 months. We put that out and nobody played it. And then indiegames.com covered it, and we got a whole bunch of downloads and people said some really nice stuff. And then we showed that to Devolver, and that's how we kind of got working with them. But we were doing another game at that time, Oli Oli, for the Vita. So we had to take a year off. So like Devolver said they wanted to do it. But then we were like, okay, great, but we need to do Oli Oli for a year. So we kind of put this on hold for a year. So we only just started working on it again in January. Uniquement solo, Roll7 n'ayant malheureusement et à leur grand désespoir pas le temps de développer un mode coop ou versus d'ici début 2015, Not a Hero sera néanmoins très riche. Une dizaine de personnages jouables, la plupart équipés d'armes à feu, même si quelques-uns seront armés d'une arme blanche, comme un couteau ou un katana, une dizaine d'armes, de power-ups et de munitions de propriété unique. Tout cela reste assez vague et pour cause. I don't want to say how many we're going to do. Like a lot of the time, like we kind of like people have played it and been like, oh, there should be lasers, and you're like, well, we could try and do lasers, or like, oh, there should be like bees or whatever, and you're like, oh, we'll do bees, why not? So a lot of that's been quite iterative. It's been like putting stuff in and seeing if it works and seeing if people like it, and if they do, then it gets done, and if they hate it, then we'll take it out. But there'll be a lot of stuff, basically. Oli Oli nous avait bluffé et la démo de Not a Hero, présentée sur cette E3, nous a convaincu qu'il s'agissait bel et bien d'un titre à suivre. On a donc hâte d'en savoir plus sur Bunny Lord, le lapin du futur qui voulait devenir maire, et les événements aléatoires qui pourraient venir perturber une mission en cours, comme l'intervention du SWAT par exemple.